La vie peut basculer en un instant. Un jour, vous pensez tout avoir, un mariage solide, une belle maison, une carrière brillante. Et le lendemain, tout s'écroule comme un château de cartes. Mon nom est Amélie Dubois, j'ai 35 ans. Ma vie était ce qu'on pourrait appeler un succès parisien exemplaire. Notre appartement à Saint-Germain-des-Prés représentait l'aboutissement de nos rêves à Philippe et moi. Au plafond, moulures anciennes, vues sur les toits de Paris, un cocon parfait que nous avions méticuleusement décoré ensemble pendant nos 12 années de mariage. Philippe, architecte reconnu, s'était occupé de chaque détail de la rénovation. Moi, directrice à la Banque de France, j'avais choisi chaque meuble, chaque œuvre d'art qui ornait nos murs. Nous formions ce couple que nos amis enviaient, celui qui semblait avoir tout réussi. Je me souviens encore de cette matinée particulière, 3 mois avant que tout ne s'effondre. Je préparais le café dans notre cuisine, vêtue d'un tailleur crème, mes cheveux blonds relevés en un chignon strict. Philippe est venu m'enlacer par derrière, a déposé un baiser sur ma nuque. « Tu es magnifique », m'a-t-il dit. Je lui ai souri dans le reflet de la fenêtre. Ses yeux bleus que j'aimais tant semblaient sincères. Comment aurais-je pu savoir que derrière ce regard se cachait une trahison si profonde? Ce matin-là, ma tante Claudine a appelé. Son mari, mon oncle Marcel, était décédé 6 mois plus tôt d'une crise cardiaque soudaine. Elle traversait une période difficile, disait-elle. Sa voix tremblait légèrement au téléphone. « Pourrais-je passer te voir plus souvent, Amélie ? La solitude me pèse. » « Bien sûr, ai-je répondu sans hésiter. Ma tante avait toujours été présente pour moi après la mort de mes parents. Elle était mon dernier lien familial. Comment lui refuser ce soutien ? Philippe a accueilli la nouvelle avec une générosité qui m'a touchée. « Invite-la à dîner quand elle veut, je préparerai son plat préféré », avait-il proposé. Cette attention m'avait émue aux larmes. Mon mari, si prévenant, si attentionné envers ma famille, du moins, c'est ce que je croyais. Les premières visites de Claudine étaient espacées. Elle venait prendre le thé l'après-midi, parfois restait dîner. Élégante malgré son deuil, toujours parfumée d'un discret Chanel No. 5, elle apportait une présence raffinée dans notre foyer. À 45 ans, Claudine conservait une beauté juvénile qui faisait tourner les têtes. Ses cheveux auburn, toujours impeccablement coiffés, encadraient un visage aux traits fins. Elle avait cette élégance naturelle des femmes qui ont grandi dans les beaux quartiers de Paris. Je remarquais comment Philippe s'animait en sa présence. Il lui servait notre meilleur vin, riait à ses anecdotes, s'intéressait à ses opinions sur l'art, la politique. Je trouvais cela touchant. Mon mari, facilitant le deuil de ma tante par sa compagnie agréable. Quelle idiote j'ai été! Progressivement, les visites de Claudine sont devenues plus fréquentes. Elle passait parfois sans prévenir. J'étais dans le quartier, disait-elle avec ce sourire qui illuminait son visage. Certains soirs, Philippe rentrait tard du bureau et trouvait Claudine encore chez nous. « Ne t'inquiète pas, nous avons discuté littérature », m'expliquait ma tante. J'ai commencé à remarquer de petits détails, la façon dont leurs regards se croisaient un peu trop longtemps, comment leurs mains s'effleuraient en se passant un plat à table. Mais j'ai repoussé ces pensées. « La jalousie est un vilain défaut », me disais-je. Philippe m'aimait. Claudine était ma tante, endeuillée qui plus est. Ses soupçons étaient indignes de moi. À la banque, mes collègues ont commencé à noter mes moments d'absence. « Tout va bien, Amélie ?» me demandait Antoine, mon assistant, quand je fixais l'écran de mon ordinateur sans le voir. Je hochais la tête, forçais un sourire. Bien sûr que tout allait bien. J'étais simplement fatiguée. Les responsabilités, le stress, rien d'anormal. Les absences de Philippe se sont multipliées. Des dîners professionnels qui s'éternisaient, des voyages d'affaires imprévus, des appels qu'il prenait en s'isolant sur le balcon, parlant à voix basse. Je me répétais que c'était normal. Les architectes ont des horaires irréguliers. Les projets demandent parfois des déplacements de dernière minute. Un soir, j'ai trouvé un long cheveu auburn sur l'oreiller de Philippe. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert sa table de nuit. Sa boîte de montre contenait un flacon de parfum Chanel No. 5 miniature. Un cadeau pour moi, mais mon anniversaire était passé depuis 2 mois et je ne portais jamais ce parfum. J'ai commencé à noter les coïncidences. Les jours où Claudine venait me voir par hasard correspondaient souvent aux après-midi où Philippe prétendait avoir des rendez-vous qui s'annulaient au dernier moment. Les week-ends
où il partait en séminaire étaient ceux où ma tante devenait soudain injoignable. Sophie, ma meilleure amie et propriétaire d'une galerie d'art dans le Marais, a été la première à oser nommer mes soupçons. Amélie, je déteste dire ça, mais j'ai vu Philippe et Claudine ensemble au Café des Artistes mardi dernier. Ils semblaient très proches. J'ai défendu mon mari, ma tante. Sophie ne comprenait pas. Elle interprétait mal une relation innocente. Elle s'excusa, n'insista pas. Mais le doute était planté, grandissant comme une mauvaise herbe dans mon esprit. La nuit, je restais éveillée à côté de Philippe endormi. J'écoutais sa respiration régulière et me demandais s'il rêvait d'elle. Je vérifiais son téléphone quand il prenait sa douche. Rien, il était prudent. Ou alors j'étais paranoïaque. Mon travail en a souffert. Moi qui étais connue pour ma concentration, ma rigueur, je commettais des erreurs, petites d'abord, puis plus importantes. Mon directeur m'a convoquée dans son bureau. « Prenez quelques jours, Amélie. Vous semblez épuisée. » J'ai protesté faiblement, puis accepté. Peut-être avais-je besoin de recul. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi sans prévenir, en milieu d'après-midi. La voiture de Claudine était garée quelques mètres plus loin. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. J'ai ouvert la porte de notre appartement silencieusement, comme une voleuse chez moi. Le parfum de Chanel flottait dans l'air. Des bruits venaient de notre chambre, des murmures, des rires étouffés, puis des sons plus explicites. J'aurais pu entrer en trombe, hurler, faire un scandale. Mais quelque chose en moi s'est figé. Une froideur étrange a remplacé la douleur. Je me suis vue dans le miroir de l'entrée, pâle, les traits tirés, mais le regard soudain déterminé. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir effondrée. Je suis ressortie aussi silencieusement que j'étais entrée. Dans le taxi qui m'emmenait vers l'appartement de Sophie, j'ai pris une décision. Ils paieraient pour cette trahison, mais pas comme ils pouvaient l'imaginer. Ma vengeance serait à la hauteur de leur perfidie, méthodique, implacable, dévastatrice. D'où venez-vous, vous qui m'écoutez maintenant? Avez-vous déjà ressenti cette transformation de la douleur en détermination glaciale, ce moment où la victime décide de reprendre le contrôle? Si vous n'êtes pas encore abonné à Histoires à entendre, je vous invite à le faire maintenant, car ce que je vais vous raconter dans la suite de cette histoire va au-delà d'une simple vengeance conjugale. C'est le récit d'une métamorphose, de la façon dont j'ai découvert que derrière cette trahison se cachait un complot bien plus sombre que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Chez Sophie, cette nuit-là, je n'ai pas pleuré, pas une seule larme. Elle m'a servi un verre de Bordeaux, s'attendant à devoir me consoler jusqu'à l'aube, mais j'étais étrangement calme. « Tu me fais peur, Amélie », m'a-t-elle dit. « Cette tranquillité n'est pas normale. » Elle avait raison. Ce n'était pas de la résignation, mais le calme qui précède la tempête. Le lendemain, je suis retournée à notre appartement, sachant que Philippe serait au bureau. J'ai pris une douche, me suis habillée avec soin et appliqué mon maquillage comme n'importe quel autre jour. Quand Philippe est rentré ce soir-là, j'ai joué la parfaite épouse. J'ai servi le dîner, parlé de ma journée, écouté ses mensonges sur la sienne. Pas une fois je n'ai laissé transparaître que je savais. Cette première nuit a été la plus difficile. Dormir à côté de lui, sentir sa main effleurer ma hanche, comme avant. J'ai dû réprimer un frisson de dégoût, mais c'était le prix à payer pour ma vengeance. La patience a toujours été ma vertu. Au bureau de la banque, on me surnommait la stratège patiente pour ma capacité à élaborer des plans financiers sur le long terme. J'allais appliquer cette même méthode à ma situation personnelle. Claudine a appelé le surlendemain. « Je passerai prendre le thé demain, ma chérie », a-t-elle annoncé de sa voix mélodieuse. J'ai accepté avec enthousiasme. « Pourquoi pas ?» ai-je suggéré. « Invite Philippe à se libérer pour le goûter. » Une réunion familiale improvisée. J'ai presque pu sentir sa panique à travers le téléphone. « Oh, ne le dérange pas avec ça !» a-t-elle répondu trop rapidement. J'ai insisté, savourant son malaise. Quand elle est arrivée le lendemain, vêtue d'une robe bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette encore svelte, j'ai remarqué sa nervosité. Ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de thé. Philippe, qui avait prétexté une réunion impossible à déplacer, nous a rejointes par surprise. Son jeu d'acteur était pitoyable. La façon dont il a feint l'étonnement en voyant Claudine m'aurait fait rire dans d'autres circonstances.
Je les ai observés pendant qu'ils évitaient soigneusement de se regarder trop longtemps, de se toucher, même accidentellement. Leurs efforts pour paraître normaux les rendaient terriblement suspects. Mais j'ai continué ma propre performance, parlant de projets futurs, de vacances que nous pourrions prendre tous ensemble, comme une vraie famille. Ce soir-là, j'ai contacté Gérard Bouvier. Sophie me l'avait recommandé, un ancien policier reconverti en détective privé. Dans son bureau spartiate du 11e arrondissement, j'ai exposé ma situation sans émotion. « Je veux tout savoir », lui ai-je dit. « Depuis quand, à quelle fréquence, où, et je veux des preuves. » Il m'a regardé avec une sorte de respect professionnel. Il avait l'habitude des épouses éplorées, pas des femmes calculatrices comme moi. Pendant les semaines suivantes, j'ai continué ma double vie, directrice bancaire le jour, épouse attentionnée le soir et planificatrice de vengeance la nuit. J'ai ouvert un compte bancaire secret. J'ai consulté discrètement Jean-Pierre Moreau, un avocat spécialisé en divorce. Sans lui révéler mes intentions exactes, je me suis renseigné sur mes droits, sur la façon dont nos biens seraient répartis. Gérard m'a fourni ses premiers rapports après 2 semaines. Des photos de Philippe et Claudine entrant dans un hôtel du Marais. Des relevés de leurs appels téléphoniques. Ils utilisaient des téléphones prépayés pour communiquer. Mais le plus intéressant était le rapport sur les activités de Claudine lorsqu'elle n'était pas avec Philippe. Elle rencontre régulièrement cet homme, m'a dit Gérard, en me montrant la photo d'un individu d'une 50aine d'années, à l'allure sévère. Ils se retrouvent toujours dans ce même café près de la place des Vosges. Leur conversation semble tendue. J'ai étudié le visage de l'inconnu. Il me rappelait vaguement quelqu'un, mais impossible de dire qui. J'ai demandé à Gérard de le suivre, de découvrir son identité, son lien avec Claudine. En attendant, j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement aux affaires de mon défunt oncle Marcel. En tant que sa nièce, j'avais un accès limité à certains de ses documents personnels que Claudine avait entreposés dans notre cave, prétextant manquer de place chez elle. Un samedi, pendant que Philippe était soi-disant à un séminaire d'architecture, en réalité dans un hôtel avec Claudine, comme me l'avait confirmé Gérard, j'ai fouillé ses cartons. La plupart contenaient des papiers banals, des factures, des contrats, des photos de famille jaunies par le temps. Mais dans une vieille mallette en cuir, j'ai trouvé un agenda relié en cuir rouge que je n'avais jamais vu auparavant. C'était le journal intime de mon oncle. Les entrées s'arrêtaient brusquement 3 semaines avant sa mort. J'ai commencé à le lire, d'abord par curiosité, puis avec une horreur grandissante. Marcel y décrivait ses soupçons concernant Claudine, des sommes d'argent qui disparaissaient de leur compte commun, des appels téléphoniques mystérieux qu'elle recevait tard le soir, son comportement changeant. La dernière entrée m'a glacé le sang. J'ai trouvé les lettres. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Demain, je confronterai Claudine avec la vérité. Le lendemain, mon oncle succombait à une crise cardiaque. Cette découverte a changé la nature de ma quête. Il ne s'agissait plus seulement d'une vengeance contre un mari infidèle et une tante traîtresse. J'étais peut-être face à quelque chose de bien plus sinistre. J'ai contacté immédiatement Gérard pour lui faire part de ma découverte. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. L'homme que Claudine rencontre, m'a-t-il finalement dit, s'appelle Robert Mercier. Il est expert en documents d'identité et a un casier judiciaire pour falsification. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il manquait encore des éléments cruciaux. Qui était réellement Claudine? Quel était son lien avec Philippe? Et surtout, qu'était-il arrivé à mon oncle Marcel? J'ai décidé de fouiller le bureau personnel de Philippe. En tant qu'architecte, il conservait toujours des copies papier de ses projets, malgré la tendance au tout numérique. Son bureau à domicile était son sanctuaire, où je n'entrais habituellement pas sans invitation. Ce jour-là, j'ai brisé cette règle tacite. Derrière une série de plans architecturaux dans un tiroir rarement ouvert, j'ai trouvé une enveloppe contenant des photos de Philippe et Claudine. Pas récentes, elles dataient visiblement d'il y a plusieurs années, bien avant notre mariage, bien avant même que je ne rencontre Philippe. Sur l'une d'elles, ils s'embrassaient devant ce qui semblait être la tour Eiffel. Sur une autre, ils posèrent devant une villa sur la côte d'Azur, la même villa où nous avions passé notre lune de miel. Ma tête tournait. Notre rencontre, que j'avais toujours crue fortuite lors d'une exposition d'architecture, avait-elle été orchestrée?
Je me suis souvenu de la façon dont Philippe m'avait été présenté. C'était lors d'un vernissage organisé par Claudine. Elle m'avait présenté à ce brillant jeune architecte avec un enthousiasme que j'avais pris pour de la bienveillance. N'était-ce qu'une mise en scène? J'ai poursuivi mes recherches dans le bureau de Philippe, trouvant finalement un dossier caché dans un double fond de son classeur. Il contenait des documents concernant une société offshore aux îles Caïmans, dont les propriétaires étaient Philippe et une certaine Claire Laurent, le nom de jeune fille de Claudine. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone avant de tout remettre en place méticuleusement. Le soir même, j'ai transféré les photos à Jean-Pierre Moreau, mon avocat, et à Gérard. La réaction de Jean-Pierre a confirmé mes pires craintes. Ces transactions, m'a-t-il expliqué au téléphone, correspondent à des transferts d'argent provenant des comptes de votre oncle vers cette société offshore. Des sommes importantes, déplacées progressivement sur plusieurs années. Gérard avait également des nouvelles. J'ai retrouvé des archives concernant la véritable Claire Laurent, m'a-t-il annoncé. Elle est décédée dans un accident de voiture en Suisse il y a 20 ans. Elle était effectivement votre tante, la sœur cadette de votre mère. Mais la femme que vous connaissez sous le nom de Claudine Laurent n'est pas ma tante, ai-je complété, sentant un froid glacial m'envahir. Non, selon mes sources, son vrai nom est Élise Mercier, la sœur de Robert Mercier, l'expert en faux documents. Elle a disparu de la circulation il y a environ 20 ans, après avoir été impliquée dans plusieurs escroqueries en Belgique et en Suisse. Les implications étaient vertigineuses. Cette femme avait usurpé l'identité de ma défunte tante. Elle avait séduit et épousé mon oncle Marcel et Philippe. Philippe était son complice depuis le début. Notre mariage n'était qu'une partie de leur plan pour accéder à la fortune familiale. Et maintenant, il y avait la possibilité terrifiante que mon oncle n'était pas mort de cause naturelle. J'ai passé les jours suivants dans un état second, continuant ma performance d'épouse ignorante tout en rassemblant davantage de preuves. J'ai récupéré le dossier médical de mon oncle grâce à un contact à l'hôpital. J'ai fait analyser secrètement des échantillons de ses médicaments que Claudine avait conservés, par sentimentalité, disait-elle. Les résultats ont confirmé mes soupçons. Les médicaments pour le cœur de mon oncle avaient été remplacés par une substance similaire en apparence, mais qui, à la dose prescrite, pouvait provoquer une crise cardiaque fatale. J'avais maintenant toutes les pièces du puzzle. Philippe et Élise, je ne pouvais plus la considérer comme Claudine, étaient amants depuis des années. Ensemble, ils avaient élaboré un plan pour s'approprier la fortune des Laurent. Élise avait pris l'identité de ma tante Claire, avait séduit et épousé mon oncle Marcel. Ensuite, Philippe m'avait courtisé et épousé, créant ainsi des liens familiaux qui faciliteraient leur accès aux biens après la mort naturelle de mon oncle. Ce qui m'échappait encore, c'était la raison pour laquelle ils avaient continué leur liaison après nos mariages respectifs. Pourquoi prendre ce risque? La réponse m'est venue en consultant les statuts de la fondation créée par mon oncle avant sa mort. En cas de remariage de Claudine, elle perdrait le contrôle de la fondation, qui reviendrait à moi, la nièce de Marcel. Ils devaient donc maintenir les apparences du veuvage respectable de Claudine, tout en poursuivant leur relation. Armé de toutes ces informations, j'ai élaboré mon plan de vengeance. Il ne s'agissait plus simplement de les humilier ou de divorcer avec un maximum d'avantages financiers. Non, je voulais qu'ils paient pour la mort de mon oncle, pour l'usurpation de l'identité de ma véritable tante, pour avoir fait de ma vie une mascarade. J'ai d'abord sécurisé ma situation financière, transférant discrètement des fonds vers des comptes que Philippe ne connaissait pas. J'ai ensuite contacté la police, mais pas pour porter plainte immédiatement. J'ai rencontré un commissaire que Jean-Pierre connaissait bien, lui exposant mes soupçons et les preuves dont je disposais. Nous avons convenu d'une stratégie, rassembler suffisamment d'éléments pour les inculper non seulement pour la mort de mon oncle, mais aussi pour l'ensemble de leurs escroqueries. Pendant ce temps, j'ai continué à jouer mon rôle. J'ai même suggéré à Philippe d'organiser une soirée pour célébrer notre anniversaire de mariage. Une petite réception à notre appartement, avec nos amis les plus proches. Il a accepté, visiblement soulagé que je ne soupçonne rien. Pour cette soirée, j'ai choisi de porter une simple robe blanche, mes cheveux blonds relevés en un chignon élégant, un maquillage discret, des boucles d'oreilles en perles,
cadeau de mon oncle Marcel. Je voulais incarner l'innocence qu'ils avaient tenté de corrompre. Ce soir-là, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme différente, plus dure, plus froide peut-être, mais infiniment plus forte. Une femme qui ne serait plus jamais dupe. Une femme prête à obtenir justice. La table était dressée, les fleurs arrangées, le champagne au frais. J'avais invité Sophie et son mari, quelques collègues de la banque dont Antoine, Margot, la sœur de Philippe qui ne l'avait jamais beaucoup apprécié. J'allais découvrir pourquoi. Et bien sûr, Claudine. J'avais également préparé une surprise pour la soirée. Un montage vidéo retraçant notre histoire d'amour avais-je annoncé à Philippe. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette vidéo contenait bien plus que des souvenirs romantiques. Pendant que les invités arrivaient, que le champagne coulait et que les conversations s'animaient, je sentais mon cœur battre à un rythme étrangement régulier, calme avant la tempête. À travers la pièce, j'ai croisé le regard inquiet de Claudine. Elle se doutait de quelque chose, peut-être, mais il était trop tard. Un toast à l'amour durable, a proposé Antoine en levant son verre. Les invités ont suivi, leur regard oscillant entre Philippe et moi. Si seulement ils savaient. J'ai souri, ce sourire que j'avais perfectionné ces dernières semaines. Chaleureux en surface, glacial au fond. Avant de dîner, ai-je annoncé, j'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous tous. J'ai fait signe à Sophie qui m'a aidé à installer le projecteur. Philippe m'a lancé un regard interrogateur auquel j'ai répondu par un clin d'œil complice. Il s'est détendu. Pauvre naïf. Pour célébrer nos années ensemble, ai-je continué, j'ai préparé un petit montage de nos moments précieux. Les lumières se sont tamisées. J'ai observé Claudine qui tripotait nerveusement son collier de perles. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle me connaissait trop bien, ou du moins, elle croyait me connaître. Les premières images étaient exactement ce que tout le monde attendait. Philippe et moi à Venise, nos vacances à Bali, notre emménagement dans l'appartement. Des moments de bonheur authentiques, du moins pour moi. Les invités souriaient, attendris, puis sans transition brutale, mais subtilement, le ton de la vidéo a changé. Mais certains souvenirs ne sont pas partagés, disait ma voix en voix off. L'écran a alors montré Philippe et Claudine entrant dans l'hôtel du Marais, main dans la main. Date et heure incrustées dans le coin de l'image, puis d'autres photos, eux s'embrassant sur un banc du Luxembourg, lui remettant un paquet cadeau dans un restaurant, eux sortant d'un immeuble à l'aube. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Les invités, stupéfaits, regardaient alternativement l'écran. Philippe, Claudine et moi. Le visage de Philippe s'était décomposé. Claudine avait pâli sous son maquillage parfait. « Ce n'est pas... » a commencé Philippe. « Chut !» l'ai-je interrompu doucement. « Le film n'est pas terminé. » L'écran montrait maintenant des documents, des relevés bancaires, des transferts vers les îles Caïmans, l'acte de création de leur société offshore. Puis une série de photos anciennes. Philippe et Claudine, ensemble des années avant notre rencontre. Et enfin, le clou du spectacle. Une image d'archive d'un journal suisse montrant la véritable Claire Laurent, décédée 20 ans plus tôt, à côté d'une photo récente de Claudine. Je vous présente Élise Mercier, ai-je dit calmement pendant que les images défilaient. Recherchée en Belgique et en Suisse pour escroqueries multiples, disparue des radars depuis 20 ans, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse comme par magie dans ma vie, sous l'identité de ma défunte tante. Philippe s'est levé d'un bond. « Amélie, tu es devenue folle. Ce sont des accusations grotesques. » « Vraiment ?» J'ai fait un signe à Sophie qui a appuyé sur une touche de l'ordinateur. L'écran affichait maintenant l'analyse toxicologique des médicaments de mon oncle Marcel. Des médicaments falsifiés. Une substance qui, à cette dose, provoque des symptômes identiques à une crise cardiaque. Pratique, n'est-ce pas? Claudine, non, Élise, s'est levée à son tour. Ses yeux n'exprimaient plus la panique, mais une froide détermination que je ne lui connaissais pas. « Tu ne peux rien prouver », a-t-elle sifflé. « Oh, mais je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit ici. » Et je répliquai en souriant. « C'est déjà fait ailleurs. » Comme pour confirmer mes paroles, la sonnette de l'appartement a retenti. Sophie est allée ouvrir. Le commissaire Leblanc et 2 officiers sont entrés. « Philippe Dubois, Élise Mercier, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude, usurpation d'identité et homicide. » Philippe a alors fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Il a renversé la table dans un fracas de vaisselle brisée et s'est précipité vers la porte de service. Élise,
dans un mouvement presque synchronisé, a attrapé son sac et l'a suivi. Ils avaient visiblement un plan d'évasion, mais j'avais anticipé cette possibilité. « N'ayez crainte », ai-je dit au policier qui s'apprêtait à les poursuivre. La porte de service a été verrouillée et 2 agents en civil attendent dans l'escalier. Effectivement, moins d'1 minute plus tard, nous avons entendu des éclats de voix, puis le bruit caractéristique de menottes qu'on referme. Quand les policiers ont ramené Philippe et Élise dans le salon, leurs visages étaient marqués par la défaite et par quelque chose d'autre que je n'avais jamais vu chez eux, la peur. « Comment as-tu su ?» a murmuré Philippe alors qu'on l'emmenait. « Je suis banquière », ai-je répondu simplement. « Suivre l'argent est mon métier. » Après leur départ, un silence pesant s'est installé dans l'appartement dévasté. Mes invités me regardaient comme si j'étais une étrangère. En quelque sorte, je l'étais devenue, même pour moi-même. Sophie a été la première à réagir. Elle s'est approchée et m'a prise dans ses bras. « Tu aurais dû me dire », a-t-elle murmuré. « Je ne pouvais faire confiance à personne », ai-je répondu. C'était la vérité. Pendant des semaines, j'avais vécu dans un monde où chaque mot pouvait être un mensonge, chaque geste une manipulation. Margot, la sœur de Philippe, s'est avancée ensuite. Son visage reflétait non pas le choc, mais une étrange résignation. Je savais qu'il y avait quelque chose de malsain chez lui, a-t-elle dit, depuis toujours. Mais jamais je n'aurais imaginé. « Racontez-moi », ai-je demandé, soudain avide de comprendre l'homme que j'avais épousé, cet étranger qui avait partagé ma vie pendant 12 ans. Nous nous sommes installés dans le salon, au milieu des débris de ce qui avait été une soirée d'anniversaire. Antoine a sorti une bouteille de cognac d'un placard. Nous en avions tous besoin. Margot a commencé son récit. Philippe n'était pas celui qu'il prétendait être, et ce, depuis l'enfance. Fils d'un petit entrepreneur en bâtiment, il avait toujours aspiré à plus. Il mentait sur ses origines, s'inventait un pédigree. À l'université d'architecture, il s'était lié d'amitié avec les étudiants les plus fortunés, adaptant son accent, ses manières, pour se fondre dans leur milieu. Un jour, a raconté Margot, il a rencontré cette femme plus âgée dans une galerie d'art, Élise. Elle l'a pris sous son aile. Il a changé après ça, est devenu plus calculateur. Quand j'ai appris qu'il allait se marier, a-t-elle poursuivi, j'étais soulagée. Je pensais qu'il avait enfin trouvé la stabilité. Puis j'ai rencontré ta tante lors de votre mariage. J'ai immédiatement reconnu cette femme de la galerie d'art. Mais quand j'en ai parlé à Philippe, il a nié avec une telle conviction que j'ai douté de ma propre mémoire. Les pièces du puzzle continuaient de s'assembler. Philippe, l'architecte ambitieux, rencontre Élise, l'arnaqueuse professionnelle. Ensemble, ils conçoivent un plan. Elle usurpera l'identité de ma tante Claire, épousera mon oncle fortuné, puis Philippe m'épousera moi, créant ainsi un réseau familial parfait pour accéder à l'héritage. « Mais comment ont-ils découvert l'existence de ta véritable tante ?» a demandé Sophie, toujours pragmatique. « Les nécrologies internationales ?» ai-je répondu, me souvenant des recherches de Gérard. Claire est morte dans un accident en Suisse. Élise, qui opérait déjà là-bas, a dû voir l'opportunité. Elle a obtenu les documents nécessaires grâce à son frère, l'expert en faux papiers, et s'est présentée en France comme Claire Laurent, revenant d'un long séjour à l'étranger. La soirée s'est prolongée tard dans la nuit. Mes amis sont restés, personne ne voulant me laisser seule dans cet appartement rempli de souvenirs factices. Au petit matin, quand le dernier invité est parti, j'ai contemplé ce qui restait de ma vie. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Interrogatoires à la police, rendez-vous avec les avocats, démarches administratives pour geler les comptes liés à Philippe et Élise. J'ai découvert l'étendue de leur réseau, des complices dans plusieurs pays, des identités multiples, des comptes bancaires éparpillés dans des paradis fiscaux. L'enquête a révélé que j'étais loin d'être leur première victime. Avant mon oncle, ils avaient déjà ciblé d'autres personnes fortunées, principalement des veufs ou des veuves sans enfants. Leur mode opératoire était toujours le même. Élise séduisait la cible, Philippe jouait le rôle du jeune protégé charmant, il s'intégrait dans le cercle familial, puis orchestrait l'accident. Une semaine après leur arrestation, j'ai demandé à voir Philippe. Je voulais entendre de sa bouche ce que 12 années de notre vie avaient signifié pour lui. La prison était austère,
impersonnel, tellement éloigné de notre élégant appartement parisien. Philippe, dans son uniforme de détenu, semblait avoir vieilli de 10 ans. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé sans préambule lorsqu'il s'est assis en face de moi, séparé par une vitre épaisse. Il a hésité, puis a haussé les épaules avec une indifférence étudiée. « Tu étais parfaite, jeune, ambitieuse, intelligente, sans famille proche à part ton oncle, et suffisamment naïve pour croire au coup de foudre. Sa cruauté m'a prise au dépourvu. Je m'étais préparée à des excuses, à des justifications, peut-être même à des accusations, mais pas à cette froide honnêteté. Y a-t-il eu un moment, ai-je demandé la gorge serrée, un seul moment où tu as ressenti quelque chose de réel pour moi? Son regard a vacillé juste un instant. Ça n'a pas d'importance maintenant, n'est-ce pas? J'ai compris alors que je n'obtiendrais jamais la vérité complète de Philippe. Peut-être ne la connaissait-il pas lui-même. À force de jouer des rôles, il avait perdu de vue qui il était réellement. En sortant de la prison, j'ai ressenti non pas le soulagement attendu, mais un vide immense. La vengeance, aussi justifiée soit-elle, ne guérit pas les blessures. Elle ne rend pas les années perdues. Les semaines suivantes ont été consacrées à reconstruire ma vie sur des bases nouvelles. J'ai vendu notre appartement, incapable de supporter plus longtemps ces murs imprégnés de mensonges. J'ai acheté un petit loft dans le 10e arrondissement, un quartier que Philippe aurait jugé pas assez chic. C'était précisément pourquoi je l'avais choisi. Au bureau, j'ai plongé dans le travail avec une intensité nouvelle. Mes collègues marchaient sur des œufs autour de moi, ne sachant comment aborder la situation. Antoine a été le seul à me traiter normalement, sans pitié excessive ni curiosité malsaine. Sa présence discrète et son efficacité professionnelle sont devenues mon ancre dans la tempête. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante au tribunal où j'avais dû témoigner contre Philippe et Élise, Antoine m'a proposé de prendre un verre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot sans prétention, près de la place de la République. « Comment fais-tu » a-t-il demandé après que nous ayons épuisé les sujets professionnels. Pour continuer, je veux dire. Après tout ça, j'ai réfléchi à sa question, tournant mon verre de vin entre mes doigts. Je ne sais pas si je continue vraiment, ai-je finalement répondu. Je survis. Je mets un pied devant l'autre. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Tu es plus forte que tu ne le penses, a-t-il dit simplement. Cette remarque, dénuée de la condescendance que j'avais trop souvent rencontrée ces derniers temps, m'a touchée plus que je ne l'aurais cru possible. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti les larmes monter, non pas des larmes de rage ou de frustration, mais de simple épuisement humain. Antoine n'a pas essayé de me consoler avec des platitudes. Il s'est contenté d'être là, présence silencieuse et rassurante, pendant que je laissais enfin tomber le masque de force que je portais depuis la découverte de la trahison. Le procès de Philippe et Élise a commencé 6 mois plus tard. Les médias s'en sont emparés, fascinés par cette histoire d'usurpation d'identité, de double vie et de meurtre déguisé en mort naturelle. J'ai refusé toutes les interviews, toutes les offres pour raconter mon côté de l'histoire. Ma vie avait déjà été suffisamment exposée. Au tribunal, j'ai dû affronter à nouveau leur regard, celui haineux d'Élise et celui indéchiffrable de Philippe. Les témoignages se sont succédés. Experts financiers détaillant leurs fraudes, médecins légistes expliquant comment les médicaments de mon oncle avaient été falsifiés, policiers internationaux retraçant le parcours criminel d'Élise à travers l'Europe. Le moment le plus difficile a été lorsque j'ai dû témoigner, raconter notre rencontre, notre mariage, les années passées ensemble, décrire comment j'avais découvert leur liaison, puis le reste de leur machination. Tout cela sous le regard scrutateur du public, des journalistes, du jury, et sous celui de Philippe, dont les yeux ne me quittaient pas, comme s'il cherchait à percer mes défenses une dernière fois. Quand l'avocat de la défense a tenté de me déstabiliser, insinuant que j'avais orchestré tout cela par vengeance conjugale, par jalousie d'une femme trompée, j'ai gardé mon calme. Si c'était simplement une question d'infidélité, ai-je répondu, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous serions dans un tribunal de divorce, mais nous parlons de fraude, d'usurpation d'identité et de meurtre prémédité. Le verdict est tombé après 3 semaines de procès, coupable sur tous les chefs d'accusation.
Philippe a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Élise à 25 ans. En entendant la sentence, Philippe a finalement montré une émotion authentique, la peur. Élise, elle, est restée impassible jusqu'au bout. En quittant le tribunal ce jour-là, j'ai ressenti non pas la jubilation à laquelle je m'attendais, mais un étrange sentiment de paix. Une page se tournait. Justice avait été rendue, non seulement pour moi, mais aussi pour mon oncle Marcel, pour ma véritable tante Claire, dont l'identité avait été volée, et pour toutes les autres victimes de Philippe et Élise. Un toast à l'amour durable, a proposé Antoine en levant son verre. Les invités ont suivi, leur regard oscillant entre Philippe et moi. Si seulement ils savaient. J'ai souri, ce sourire que j'avais perfectionné ces dernières semaines, chaleureux en surface, glacial au fond. Avant de dîner, ai-je annoncé, j'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous tous. J'ai fait signe à Sophie qui m'a aidé à installer le projecteur. Philippe m'a lancé un regard interrogateur, auquel j'ai répondu par un clin d'œil complice. Il s'est détendu. Pauvre naïf. Pour célébrer nos années ensemble, ai-je continué, j'ai préparé un petit montage de nos moments précieux. Les lumières se sont tamisées. J'ai observé Claudine, qui tripotait nerveusement son collier de perles. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle me connaissait trop bien, ou du moins, elle croyait me connaître. Les premières images étaient exactement ce que tout le monde attendait. Philippe et moi à Venise, nos vacances à Bali, notre emménagement dans l'appartement. Des moments de bonheur authentiques, du moins pour moi. Les invités souriaient, attendris. Puis, sans transition brutale, mais subtilement, le ton de la vidéo a changé. Mais certains souvenirs ne sont pas partagés, disait ma voix en voix off. L'écran a alors montré Philippe et Claudine entrant dans l'hôtel du Marais, main dans la main. Date et heure incrustées dans le coin de l'image. Puis d'autres photos, eux s'embrassant sur un banc du Luxembourg, lui remettant un paquet cadeau dans un restaurant, eux sortant d'un immeuble à l'aube. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Les invités, stupéfaits, regardaient alternativement l'écran. Philippe, Claudine et moi. Le visage de Philippe s'était décomposé. Claudine avait pâli sous son maquillage parfait. « Ce n'est pas... » a commencé Philippe. « Chut !» l'ai-je interrompu doucement. Le film n'est pas terminé. L'écran montrait maintenant des documents, des relevés bancaires, des transferts vers les îles Caïmans, l'acte de création de leur société offshore, puis une série de photos anciennes, Philippe et Claudine ensemble des années avant notre rencontre. Et enfin, le clou du spectacle, une image d'archive d'un journal suisse montrant la véritable Claire Laurent, décédée 20 ans plus tôt, à côté d'une photo récente de Claudine. « Je vous présente Élise Mercier », ai-je dit calmement pendant que les images défilaient. Recherchée en Belgique et en Suisse pour escroqueries multiples, disparue des radars depuis 20 ans, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse comme par magie dans ma vie, sous l'identité de ma défunte tante. Philippe s'est levé d'un bond. « Amélie, tu es devenue folle. Ce sont des accusations grotesques. »« Vraiment ?» J'ai fait un signe à Sophie, qui a appuyé sur une touche de l'ordinateur. L'écran affichait maintenant l'analyse toxicologique des médicaments de mon oncle Marcel. Des médicaments falsifiés, une substance qui, à cette dose, provoque des symptômes identiques à une crise cardiaque. Pratique, n'est-ce pas? Claudine, non, Élise, s'est levée à son tour. Ses yeux n'exprimaient plus la panique, mais une froide détermination que je ne lui connaissais pas. « Tu ne peux rien prouver », a-t-elle sifflé. « Oh, mais je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit ici », ai-je répliqué en souriant. « C'est déjà fait ailleurs. » Comme pour confirmer mes paroles, la sonnette de l'appartement a retenti. Sophie est allée ouvrir. Le commissaire Leblanc et 2 officiers sont entrés. « Philippe Dubois, Élise Mercier, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude, usurpation d'identité et homicide. » Philippe a alors fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Il a renversé la table dans un fracas de vaisselle brisée et s'est précipité vers la porte de service. Élise, dans un mouvement presque synchronisé, a attrapé son sac et l'a suivi. Ils avaient visiblement un plan d'évasion, mais j'avais anticipé cette possibilité. « N'ayez crainte », ai-je dit aux policiers qui s'apprêtaient à les poursuivre. La porte de service a été verrouillée et 2 agents en civil attendent dans l'escalier. Effectivement, moins d'1 minute plus tard, nous avons entendu des éclats de voix, puis le bruit caractéristique de menottes qu'on referme.
Quand les policiers ont ramené Philippe et Élise dans le salon, leurs visages étaient mat marqués par la défaite et par quelque chose d'autre que je n'avais jamais vu chez eux, la peur. « Comment as-tu su ?» a murmuré Philippe alors qu'on l'emmenait. « Je suis banquière », ai-je répondu simplement. « Suivre l'argent est mon métier. » Après leur départ, un silence pesant s'est installé dans l'appartement dévasté. Mes invités me regardaient comme si j'étais une étrangère. En quelque sorte, je l'étais devenue, même pour moi-même. Sophie a été la première à réagir. Elle s'est approchée et m'a prise dans ses bras. « Tu aurais dû me dire », a-t-elle murmuré. Je ne pouvais faire confiance à personne, ai-je répondu. C'était la vérité. Pendant des semaines, j'avais vécu dans un monde où chaque mot pouvait être un mensonge, chaque geste une manipulation. Margot, la sœur de Philippe, s'est avancée ensuite. Son visage reflétait non pas le choc, mais une étrange résignation. Je savais qu'il y avait quelque chose de malsain chez lui, a-t-elle dit, depuis toujours. Mais jamais je n'aurais imaginé. « Racontez-moi », ai-je demandé, soudain avide de comprendre l'homme que j'avais épousé, cet étranger qui avait partagé ma vie pendant 12 ans. Nous nous sommes installés dans le salon, au milieu des débris de ce qui avait été une soirée d'anniversaire. Antoine a sorti une bouteille de cognac d'un placard. Nous en avions tous besoin. Margot a commencé son récit. Philippe n'était pas celui qu'il prétendait être, et ce, depuis l'enfance. Fils d'un petit entrepreneur en bâtiment, il avait toujours aspiré à plus. Il mentait sur ses origines, s'inventait un pédigree. À l'université d'architecture, il s'était lié d'amitié avec les étudiants les plus fortunés, adaptant son accent, ses manières, pour se fondre dans leur milieu. Un jour, a raconté Margot, il a rencontré cette femme plus âgée dans une galerie d'art, Élise. Elle l'a pris sous son aile. Il a changé après ça, est devenu plus calculateur. Quand j'ai appris qu'il allait se marier, a-t-elle poursuivi, j'étais soulagée. Je pensais qu'il avait enfin trouvé la stabilité. Puis j'ai rencontré ta tante lors de votre mariage. J'ai immédiatement reconnu cette femme de la galerie d'art. Mais quand j'en ai parlé à Philippe, il a nié avec une telle conviction que j'ai douté de ma propre mémoire. Les pièces du puzzle continuaient de s'assembler. Philippe, l'architecte ambitieux, rencontre Élise, l'arnaqueuse professionnelle. Ensemble, ils conçoivent un plan. Elle usurpera l'identité de ma tante Claire, épousera mon oncle fortuné, puis Philippe m'épousera moi, créant ainsi un réseau familial parfait pour accéder à l'héritage. « Mais comment ont-ils découvert l'existence de ta véritable tante ?» a demandé Sophie, toujours pragmatique. « Les nécrologies internationales ?» ai-je répondu, me souvenant des recherches de Gérard. Claire est morte dans un accident en Suisse. Élise, qui opérait déjà là-bas, a dû voir l'opportunité. Elle a obtenu les documents nécessaires grâce à son frère, l'expert en faux papiers, et s'est présentée en France comme Claire Laurent, revenant d'un long séjour à l'étranger. La soirée s'est prolongée tard dans la nuit. Mes amis sont restés, personne ne voulant me laisser seule dans cet appartement rempli de souvenirs factices. Au petit matin, quand le dernier invité est parti, j'ai contemplé ce qui restait de ma vie. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Interrogatoires à la police, rendez-vous avec les avocats, démarches administratives pour geler les comptes liés à Philippe et Élise. J'ai découvert l'étendue de leur réseau, des complices dans plusieurs pays, des identités multiples, des comptes bancaires éparpillés dans des paradis fiscaux. L'enquête a révélé que j'étais loin d'être leur première victime. Avant mon oncle, ils avaient déjà ciblé d'autres personnes fortunées, principalement des veufs ou des veuves sans enfants. Leur mode opératoire était toujours le même. Élise séduisait la cible, Philippe jouait le rôle du jeune protégé charmant, il s'intégrait dans le cercle familial, puis orchestrait l'accident. Une semaine après leur arrestation, j'ai demandé à voir Philippe. Je voulais entendre de sa bouche ce que 12 années de notre vie avaient signifié pour lui. La prison était austère, impersonnelle, tellement éloignée de notre élégant appartement parisien. Philippe, dans son uniforme de détenu, semblait avoir vieilli de 10 ans. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé sans préambule lorsqu'il s'est assis en face de moi, séparé par une vitre épaisse. Il a hésité, puis a haussé les épaules avec une indifférence étudiée. « Tu étais parfaite, jeune, ambitieuse, intelligente, sans famille, proche à part ton oncle.
et suffisamment naïve pour croire au coup de foudre. Sa cruauté m'a prise au dépourvu. Je m'étais préparée à des excuses, à des justifications, peut-être même à des accusations, mais pas à cette froide honnêteté. Y a-t-il eu un moment, ai-je demandé la gorge serrée, un seul moment où tu as ressenti quelque chose de réel pour moi? Son regard a vacillé juste un instant. Ça n'a pas d'importance maintenant, n'est-ce pas? J'ai compris alors que je n'obtiendrai jamais la vérité complète de Philippe. Peut-être ne la connaissait-il pas lui-même. À force de jouer des rôles, il avait perdu de vue qui il était réellement. En sortant de la prison, j'ai ressenti non pas le soulagement attendu, mais un vide immense. La vengeance, aussi justifiée soit-elle, ne guérit pas les blessures. Elle ne rend pas les années perdues. Les semaines suivantes ont été consacrées à reconstruire ma vie sur des bases nouvelles. J'ai vendu notre appartement, incapable de supporter plus longtemps ces murs imprégnés de mensonges. J'ai acheté un petit loft dans le 10e arrondissement, un quartier que Philippe aurait jugé pas assez chic. C'était précisément pourquoi je l'avais choisi. Au bureau, j'ai plongé dans le travail avec une intensité nouvelle. Mes collègues marchaient sur des œufs autour de moi, ne sachant comment aborder la situation. Antoine a été le seul à me traiter normalement, sans pitié excessive ni curiosité malsaine. Sa présence discrète et son efficacité professionnelle sont devenues mon ancre dans la tempête. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante au tribunal où j'avais dû témoigner contre Philippe et Élise, Antoine m'a proposé de prendre un verre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot sans prétention, près de la place de la République. « Comment fais-tu » a-t-il demandé après que nous ayons épuisé les sujets professionnels. Pour continuer, je veux dire. Après tout ça, j'ai réfléchi à sa question, tournant mon verre de vin entre mes doigts. Je ne sais pas si je continue vraiment, ai-je finalement répondu. Je survis. Je mets un pied devant l'autre. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Tu es plus forte que tu ne le penses, a-t-il dit simplement. Cette remarque, dénuée de la condescendance que j'avais trop souvent rencontrée ces derniers temps, m'a touchée plus que je ne l'aurais cru possible. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti les larmes monter, non pas des larmes de rage ou de frustration, mais de simple épuisement humain. Antoine n'a pas essayé de me consoler avec des platitudes. Il s'est contenté d'être là, présence silencieuse et rassurante, pendant que je laissais enfin tomber le masque de force que je portais depuis la découverte de la trahison. Le procès de Philippe et Élise a commencé 6 mois plus tard. Les médias s'en sont emparés, fascinés par cette histoire d'usurpation d'identité, de double vie et de meurtre déguisé en mort naturelle. J'ai refusé toutes les interviews, toutes les offres pour raconter mon côté de l'histoire. Ma vie avait déjà été suffisamment exposée. Au tribunal, j'ai dû affronter à nouveau leur regard, celui haineux d'Élise et celui indéchiffrable de Philippe. Les témoignages se sont succédés. Experts financiers détaillant leurs fraudes, médecins légistes expliquant comment les médicaments de mon oncle avaient été falsifiés, policiers internationaux retraçant le parcours criminel d'Élise à travers l'Europe. Le moment le plus difficile a été lorsque j'ai dû témoigner, raconter notre rencontre, notre mariage, les années passées ensemble, décrire comment j'avais découvert leur liaison, puis le reste de leur machination. Tout cela sous le regard scrutateur du public, des journalistes, du jury, et sous celui de Philippe, dont les yeux ne me quittaient pas, comme s'il cherchait à percer mes défenses une dernière fois. Quand l'avocat de la défense a tenté de me déstabiliser, insinuant que j'avais orchestré tout cela par vengeance conjugale, par jalousie d'une femme trompée, j'ai gardé mon calme. Si c'était simplement une question d'infidélité, ai-je répondu, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous serions dans un tribunal de divorce, mais nous parlons de fraude, d'usurpation d'identité et de meurtre prémédité. Le verdict est tombé après 3 semaines de procès, coupable sur tous les chefs d'accusation. Philippe a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Élise à 25 ans. En entendant la sentence, Philippe a finalement montré une émotion authentique, la peur. Élise, elle, est restée impassible jusqu'au bout. En quittant le tribunal ce jour-là, j'ai ressenti non pas la jubilation à laquelle je m'attendais, mais un étrange sentiment de paix. Une page se tournait. Justice avait été rendue, non seulement pour moi, mais aussi pour mon oncle Marcel, pour ma véritable tante Claire,
dont l'identité avait été volée, et pour toutes les autres victimes de Philippe et Élise. La vie après le procès s'est révélée être un territoire inconnu. On m'avait préparé à la bataille, pas à la victoire. Que fait-on quand l'ennemi est vaincu, quand la vengeance est accomplie? Cette question m'a hantée pendant des semaines après la fin du procès. Le premier mois, j'ai pris un congé sabbatique de la banque. J'avais besoin de distance, de perspective. Paris, avec ses souvenirs à chaque coin de rue, m'étouffait. J'ai loué une petite maison en Bretagne, près de la mer. La solitude était exactement ce dont j'avais besoin. Une solitude choisie, pas celle imposée par la trahison. Les journées se ressemblaient. Longues marches sur la plage déserte, lecture au coin du feu, nuit à contempler les étoiles. J'essayais de réapprendre qui était Amélie Dubois sans Philippe, sans le drame, sans la vengeance qui avait consumé mon existence ces derniers mois. Un matin, en rangeant de vieux cartons que j'avais emportés de Paris, j'ai retrouvé un album photo de mon enfance, des images de mes parents, de mon oncle Marcel et de ma véritable tante Claire. Pas l'usurpatrice que j'avais connue, mais la jeune femme souriante aux cheveux châtains qui était morte bien trop tôt. Sur une photo jaunissante, elle me tenait dans ses bras. J'avais à peine 3 ans. Elle me regardait avec une tendresse évidente, un amour que l'impostrice n'avait jamais su imiter malgré tout son talent de comédienne. Cette découverte a provoqué en moi un changement subtil. La colère qui m'habitait encore, contre Philippe, contre Élise, contre moi-même pour avoir été si aveugle, a commencé à se dissiper. À sa place s'est installé un sentiment plus complexe, le désir de rendre justice à la mémoire de ma véritable famille, pas seulement en punissant ceux qui les avaient trahis, mais en honorant leurs souvenirs. De retour à Paris, j'ai contacté Jean-Pierre Moreau, mon avocat. Je veux créer une fondation, lui ai-je annoncé. Une fondation qui portera le nom de mon oncle et de ma tante, qui luttera contre les fraudes d'identité et qui soutiendra les victimes d'escroqueries similaires. Jean-Pierre, habitué à mes décisions soudaines mais déterminées, a simplement hoché la tête. Je connais quelques personnes qui pourraient vous aider à structurer cela. La Fondation Laurent a vu le jour 3 mois plus tard. J'ai utilisé une partie de l'héritage de mon oncle, celui-là même que Philippe et Élise avaient tenté de s'approprier, pour la financer. Ironie du sort, leur cupidité allait maintenant servir à combattre des criminels comme eux. Le travail sur la Fondation m'a donné un nouveau but. Une raison de me lever chaque matin. J'ai embauché une petite équipe, loué des bureaux dans le 11e arrondissement, loin des quartiers chics que Philippe affectionnait tant. Nous avons commencé modestement. Aide juridique aux victimes de fraude, sensibilisation sur les risques d'usurpation d'identité, collaboration avec des associations de protection des personnes âgées, particulièrement vulnérables à ce genre d'escroquerie. Sophie m'a aidé à organiser notre premier événement de collecte de fonds, une exposition d'art dans sa galerie du Marais. J'appréhendais cette soirée, ma première apparition publique depuis le procès, mais le soutien de mes amis a été indéfectible. Antoine était là aussi, discret mais présent, comme toujours. « Tu es nerveuse ?» a-t-il remarqué alors que j'observais les invités arriver. « Est-ce si évident ?» ai-je demandé, lissant machinalement ma robe noire. J'avais délibérément évité le blanc. Trop de souvenirs associés. Seulement pour quelqu'un qui te connaît, a-t-il répondu avec un sourire. Cette remarque m'a frappée. Quelqu'un qui me connaît. Après tout ce que j'avais traversé, après avoir découvert que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie ne me connaissait pas vraiment, ne voulait pas me connaître au-delà de ce que je pouvais lui apporter, ces mots simples avaient une résonance particulière. La soirée a été un succès. Les donateurs ont été généreux, touchés par mon histoire personnelle que j'avais brièvement évoquée dans un discours. Pour la première fois, j'ai parlé publiquement de mon expérience, non pas en tant que victime, mais en tant que survivant déterminé à transformer sa douleur en quelque chose d'utile. Après l'événement, Antoine m'a raccompagné chez moi. Devant la porte de mon nouvel appartement, il a hésité. « Tu as été remarquable ce soir », a-t-il dit finalement. J'ai souri, touché par sa sincérité. « Merci d'avoir été là ». Un silence s'est installé entre nous, chargé de non-dits. Puis, dans un geste qui m'a surprise autant que lui, j'ai posé ma main sur son bras. « Voudrais-tu monter prendre un dernier verre ?» Son regard a croisé le mien. Interrogateur. « Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête. J'étais sûre, pas de ce qui pourrait se passer, mais du fait que sa présence ne me faisait pas peur.
C'était déjà un immense progrès. Cette nuit-là, nous avons simplement parlé, assis sur mon canapé, un verre de vin à la main, de nos enfances respectives, de nos rêves d'étudiants, de nos déceptions d'adultes, de tout, sauf de Philippe et du procès. Cette conversation banale a été l'une des plus authentiques que j'ai eues depuis des années. Quand Antoine est parti, aux premières lueurs de l'aube, quelque chose avait changé en moi. Une porte que je croyais définitivement fermée s'était entr'ouverte. La possibilité de faire à nouveau confiance, peut-être même d'aimer un jour, ne semblait plus totalement inconcevable. La Fondation a pris de l'ampleur au fil des mois. Nous avons étendu nos activités, recruté des experts en cybersécurité pour lutter contre les nouvelles formes d'usurpation d'identité en ligne. J'ai découvert en moi des talents de gestionnaire et de communicante que je n'avais jamais eu l'occasion d'exploiter pleinement à la banque. Un jour, alors que je travaillais tard dans mon bureau, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Gérard Bouvier, le détective privé qui m'avait aidé à démasquer Philippe et Élise. « Madame Dubois », a-t-il dit de sa voix rocailleuse, « j'ai des informations qui pourraient vous intéresser. » Mon cœur s'est serré. À quel sujet? Robert Mercier, le frère d'Élise, l'expert en faux documents, il a été arrêté en Belgique la semaine dernière et il parle beaucoup. J'ai senti mes mains se crisper sur le téléphone. Que dit-il? Il cherche à négocier une réduction de peine en dénonçant tout le réseau, y compris des complices dont nous ignorions l'existence, des personnes qui ont aidé Élise et Philippe dans leurs opérations. Quel genre de personnes? Ai-je demandé soudain alarmé. Des banquiers, des notaires, des fonctionnaires, des gens qui fermaient les yeux ou facilitaient les transactions contre une rémunération. Un frisson m'a parcouru. A-t-il donné des noms? Pas encore. Mais il affirme qu'ils avaient des complices à la Banque de France. Cette révélation m'a ébranlé. Des collègues, des personnes que je côtoyais quotidiennement, l'idée que la corruption puisse s'être infiltrée jusque dans mon environnement professionnel me révoltait et me terrifiait. Le lendemain, j'ai rencontré Gérard et le commissaire Leblanc dans un café discret près de la place des Vosges. Ils m'ont exposé la situation en détail. Robert Mercier avait fourni suffisamment d'informations crédibles pour que la police prenne ces allégations au sérieux. Une enquête discrète était en cours au sein de la Banque de France. « Nous aimerions votre collaboration, Madame Dubois », a expliqué le commissaire. « Votre position vous donne accès à des informations que nous ne pouvons obtenir sans mandat, et votre expérience personnelle vous rend plus vigilante que la plupart des gens. » J'ai hésité. Replonger dans cette affaire signifiait rouvrir des blessures à peine cicatrisées. Mais l'idée que d'autres puissent subir ce que j'avais vécu à cause de personnes occupant des postes de confiance était insupportable. « Que voulez-vous exactement de moi ?» ai-je demandé. « Simplement que vous soyez attentive, que vous signaliez toute irrégularité, tout comportement suspect. Nous ne vous demandons pas de jouer les détectives. » J'ai acquiescé, tout en sachant que mon implication ne s'arrêterait probablement pas là. Une fois qu'on a goûté à la vérité, aussi amère soit-elle, il est difficile de revenir à l'ignorance confortable. Les semaines suivantes ont été étranges. Je continuais mon travail à la banque et à la fondation, mais avec une conscience accrue de mon environnement. Chaque conversation, chaque document qui passait entre mes mains était potentiellement significatif. Cette hypervigilance était épuisante, mais nécessaire. J'ai commencé à remarquer des détails troublants, des dossiers qui disparaissaient momentanément, des réunions dont aucune trace ne subsistait dans les agendas officiels, des transferts de fonds qui, sans être illégaux, suivaient des circuits inhabituellement complexes. Au centre de ces anomalies semblait se trouver un nom, François Girard, directeur adjoint de mon département, un homme affable, compétent, respecté de tous, père de famille, amateur d'opéra, donateur généreux à diverses œuvres caritatives, l'image même de l'intégrité. Mais n'était-ce pas exactement le type de façade que Philippe avait cultivé pendant des années? L'apparence irréprochable qui dissimule les pires turpitudes. J'ai partagé mes soupçons avec le commissaire Leblanc, mais avec prudence. Les accusations sans preuve solide pouvaient détruire une carrière, une réputation. Je ne voulais pas devenir ce que je combattais, quelqu'un qui manipule la vérité à des fins personnelles. L'enquête a progressé lentement. Chaque information était minutieusement vérifiée, chaque piste soigneusement explorée.
Je vivais dans un état de tension permanente, craignant à la fois de découvrir qu'un collègue était effectivement corrompu et de me tromper complètement. Un soir, alors que je travaillais tard, j'ai surpris François Girard dans mon bureau. Il prétendait chercher un dossier urgent, mais son malaise était palpable. Nos regards se sont croisés et j'ai su instinctivement qu'il était impliqué. Cette même intuition que j'avais ignorée avec Philippe ne me tromperait plus jamais. Le lendemain, j'ai organisé une réunion fictive pour attirer François hors de son bureau. Pendant ce temps, la police, munie d'un mandat, a perquisitionné discrètement son ordinateur et ses dossiers. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé mes pires craintes, des preuves de transactions suspectes, des communications codées avec des contacts à l'étranger et, le plus troublant, des références à un certain PD dans des messages datant de l'époque où Philippe était encore libre. L'arrestation de François a eu lieu une semaine plus tard, loin des locaux de la banque pour éviter le scandale. Confronté aux preuves, il a rapidement négocié un accord avec le procureur en échange d'informations sur l'ensemble du réseau. J'ai appris ainsi que Philippe avait des complices dans plusieurs institutions financières parisiennes. François n'était qu'un maillon d'une chaîne complexe qui facilitait le blanchiment d'argent et les fraudes diverses. Leur collaboration remontait à plusieurs années avant mon mariage. Une autre preuve que ma rencontre avec Philippe n'avait rien eu de fortuit. Cette découverte a rouvert des blessures que je croyais guéries, mais elle a aussi apporté une forme de soulagement. Chaque pièce du puzzle qui se mettait en place me permettait de mieux comprendre ce qui m'était arrivé, de donner un sens à cette partie de ma vie que j'avais passée dans l'ignorance. Le démantèlement du réseau a pris plusieurs mois. Des arrestations ont eu lieu dans toute la France, mais aussi en Belgique, en Suisse et jusqu'aux îles Caïmans. La Fondation Laurent a joué un rôle crucial en aidant les enquêteurs à comprendre les mécanismes complexes de ces fraudes et en soutenant les victimes qui se manifestaient. Un jour, j'ai reçu une convocation pour me rendre à la prison où Philippe était détenu. Il avait demandé à me voir. Ma première réaction a été de refuser catégoriquement. Qu'avions-nous encore à nous dire? Mais la curiosité l'a emporté. Peut-être avais-je encore besoin de comprendre, de clore définitivement ce chapitre. Dans la salle des visites austère, Philippe semblait avoir vieilli de 10 ans supplémentaires. Son élégance naturelle avait cédé la place à une résignation morne. Ses yeux, autrefois si vifs, étaient ternes. « Merci d'être venu », a-t-il dit lorsque je me suis assise face à lui. J'ai gardé le silence, attendant qu'il explique pourquoi il avait sollicité cette rencontre. « J'ai appris pour François Girard et les autres », a-t-il poursuivi. « C'est impressionnant ce que tu as accompli. Je n'ai pas fait ça pour t'impressionner, » ai-je répliqué froidement. Un sourire triste a effleuré ses lèvres. « Non, bien sûr. Tu l'as fait parce que c'est juste, parce que tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que je t'avais choisi, tu sais. Pas seulement pour ton lien avec ton oncle, mais parce que tu étais différente. » Ces mots m'ont frappé plus durement que je ne l'aurais cru possible. Ne prétends pas qu'il y avait quoi que ce soit de sincère dans ton choix. Tu te trompes, a-t-il dit doucement. Au début, oui, c'était calculé, mais avec le temps, les choses ont changé. J'ai changé. Pas assez manifestement. Pas assez pour arrêter ce que nous avions commencé, mais assez pour regretter aujourd'hui de t'avoir blessé. Je l'ai regardé, cherchant dans ses yeux la manipulation habituelle, mais je n'y ai trouvé qu'une fatigue immense et ce qui semblait être un remords authentique. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que j'ai appris que tu avais créé cette fondation, que tu aidais des gens, que tu avais transformé cette horreur en quelque chose de positif. Et je voulais que tu saches que je suis fière de toi, aussi absurde que cela puisse te paraître. » J'ai ri, un rire sans joie. « Tu as raison, c'est absurde. » Pourtant, en quittant la prison ce jour-là, j'ai ressenti un étrange sentiment de libération, comme si les dernières chaînes qui me liaient à mon passé venaient de se briser. Les regrets tardifs de Philippe ne changeaient rien à ce qu'il avait fait, mais il m'offrait une forme de conclusion que je n'avais pas réalisé chercher. L'automne s'installait sur Paris, teintant les jardins du Luxembourg de rouge et d'or. 1 an s'était écoulé depuis ma visite à Philippe en prison. Une année de reconstruction, de découverte, parfois douloureuse, souvent libératrice. La Fondation Laurent prospérait, dépassant mes espérances initiales. Nous avions ouvert des antennes à Lyon et à Marseille.
étendu nos services d'aide aux victimes et développé un programme éducatif destiné aux personnes âgées, particulièrement vulnérables face aux escrocs. Ce matin-là, je préparais une intervention pour une conférence internationale sur la cybercriminalité. La sonnerie de mon téléphone m'a interrompu. C'était Jean-Pierre Moreau, mon avocat. « Amélie, j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser », a-t-il annoncé de sa voix posée. Élise Mercier souhaite faire des révélations complètes, en échange d'un transfert dans un établissement moins sévère. Mon cœur a manqué un battement. Quel genre de révélation? Elle prétend détenir des informations sur d'autres victimes, d'autres complices, et il a hésité. Elle affirme avoir des choses importantes à vous dire personnellement, des choses que vous ignorez encore sur votre famille. Ma famille. Ce mot résonnait étrangement. Qui me restait-il après tout? Des fantômes, des souvenirs, et le fantôme d'une tante que je n'avais jamais vraiment connue. Vous n'êtes pas obligé de la rencontrer, a ajouté Jean-Pierre, sentant mon hésitation. Nous pouvons transmettre votre refus. Non, ai-je répondu après un moment de réflexion. Je veux l'entendre, mais je ne veux pas y aller seul. 2 jours plus tard, accompagné de Jean-Pierre et du commissaire Leblanc, je me suis retrouvée face à Élise Mercier dans une salle d'interrogatoire austère. La femme que j'avais connue sous le nom de Claudine avait perdu son élégance soignée. Ses cheveux, autrefois parfaitement teints en auburn, laissaient apparaître des racines grisonnantes. Son regard, en revanche, n'avait rien perdu de son acuité. « Merci d'être venue, Amélie », a-t-elle dit, comme si nous nous retrouvions pour un thé mondain plutôt que dans une prison de haute sécurité. « Je ne suis pas là pour des civilités », ai-je répondu sèchement. « Vous avez des informations? Parlez ». Un sourire a effleuré ses lèvres. Toujours aussi directe, c'est ce que j'ai toujours apprécié chez vous, tellement différente de votre mère. La mention de ma mère m'a prise au dépourvu. Que savez-vous de ma mère? Plus que vous ne l'imaginez. Je l'ai connue, voyez-vous, avant de devenir Claudine Laurent, avant même de devenir une criminelle, à vrai dire. Le commissaire Leblanc s'est redressé sur sa chaise, soudain plus attentif. Jean-Pierre m'a lancé un regard d'avertissement. Méfiance face aux manipulations potentielles d'Élise. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans, ai-je dit prudemment. Dans un accident de voiture avec mon père. Oui, un terrible accident sur la route de Fontainebleau. Mais savez-vous pourquoi ils se trouvaient sur cette route ce jour-là? Où ils allaient? J'ai secoué la tête. Ces détails ne m'avaient jamais été communiqués. Mon oncle Marcel, qui m'avait élevé après leur décès, avait toujours évité le sujet, trop douloureux selon lui. « Ils allaient me voir », a déclaré Élise. « Moi, Élise Mercier, pas encore escroc international, juste une jeune femme travaillant comme assistante sociale à l'orphelinat, où votre mère envisageait de faire un don important. J'ai senti mon estomac se nouer. Vous mentez. Pourquoi ma mère aurait-elle? Parce que c'était son histoire. Elle y avait passé ses premières années avant d'être adoptée par les Laurent. Votre mère était une orpheline, Amélie. Ce n'était pas un secret honteux. Simplement une partie de son passé qu'elle assumait en aidant d'autres enfants comme elle. Cette révélation m'a ébranlée. Non pas tant le fait que ma mère ait été orpheline. Cette information aurait pu me parvenir par d'autres sources si elle était vraie. Mais l'idée qu'Élise puisse détenir des fragments de mon histoire familiale que j'ignorais. Comment auriez-vous pu la connaître? Les dates ne correspondent pas. J'étais très jeune à l'époque, à peine 20 ans. C'était mon premier emploi. Votre mère venait régulièrement. Elle s'intéressait particulièrement à une petite fille. Élise a laissé sa phrase en suspens, m'observant attentivement. « Quelle petite fille ?» ai-je demandé, incapable de réprimer ma curiosité. « Une enfant qu'elle envisageait d'adopter. Vos parents voulaient un 2e enfant, mais votre mère ne pouvait plus en avoir après votre naissance. » Jean-Pierre a posé sa main sur mon bras, me rappelant silencieusement de rester prudente. Élise était une manipulatrice accomplie. Chaque mot sortant de sa bouche pouvait être un mensonge destiné à me déstabiliser. « Si c'est vrai, » ai-je dit lentement, « comment êtes-vous passée d'assistante sociale à criminelle? Comment ma mère s'inscrit-elle dans votre évolution ?» Un voile de quelque chose ressemblant presque à du regret a traversé le regard d'Élise. Après l'accident, j'ai été dévastée. Pas seulement parce que je les appréciais, mais parce que la petite fille a perdu sa chance d'avoir une famille. Elle a fini par être placée dans une institution moins favorable. J'ai essayé de la suivre, de veiller sur elle, mais le système l'a brisée. « Et c'est censé justifier vos crimes ?» a demandé le commissaire Leblanc, sceptique. «
Rien ne justifie mes actes, a répondu Élise avec une sincérité surprenante. Mais vous m'avez demandé comment j'en suis arrivée là. C'est une partie de la réponse. J'ai vu l'injustice du système. J'ai vu l'argent qui aurait pu sauver cet enfant et d'autres être détournés par des administrateurs corrompus. J'ai commencé par de petites fraudes pour aider certains enfants. Puis les fraudes sont devenues plus importantes, plus sophistiquées. J'ai rencontré Robert, mon frère par alliance, qui m'a initié à l'art des faux documents. Le reste appartient aux archives judiciaires, a conclu sèchement Jean-Pierre. Élise a hoché la tête. Ce que je veux que vous compreniez, Amélie, c'est que lorsque j'ai découvert qui vous étiez, la fille d'Héléna Laurent, j'ai ressenti quelque chose proche du destin. Votre oncle Marcel était déjà dans notre ligne de mire, mais vous étiez un bonus inattendu. Un bonus? Ai-je répété dégoûté. Est-ce ainsi que vous nous considériez, Philippe et vous, des cibles, des gains potentiels? Philippe, oui, au début, vous étiez des cibles, mais avec le temps, elle a hésité. Les choses se compliquent quand on vit avec ses victimes, quand on partage leur quotidien pendant des années. Les frontières deviennent floues. Épargnez-moi vos rationalisations, ai-je coupé. Si vous avez des informations concrètes sur d'autres victimes ou complices, donnez-les au commissaire. Mais ne prétendez pas qu'il y avait quoi que ce soit d'authentique dans nos relations. Élise m'a regardée avec une expression étrange, presque de la pitié. Vous croyez vraiment que tout était faux? Que chaque moment, chaque conversation, chaque geste était calculé? 12 ans, Amélie. Personne ne peut jouer un rôle aussi longtemps sans qu'une part de vérité s'y glisse. Ces paroles faisaient écho à celles de Philippe lors de notre dernière rencontre. Cette insistance à prétendre qu'une forme d'authenticité avait existé dans nos relations me mettait profondément mal à l'aise, comme si admettre cette possibilité risquait de fragiliser ma reconstruction, de semer le doute là où j'avais finalement trouvé des certitudes. « J'ai une dernière chose à vous donner », a dit Élise, sortant de sa poche une enveloppe pliée qu'elle a fait glisser vers moi. Les gardiens l'ont vérifiée, elle ne contient rien de dangereux. Juste un morceau de votre histoire que vous méritez de connaître. J'ai pris l'enveloppe avec réticence. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie en noir et blanc. Une femme qui ressemblait étonnamment à ma mère, même sourire, mêmes yeux, tenait dans ses bras un bébé. Au dos, une inscription. Héléna et sa fille Claire, 1970. Qui est-ce? Ai-je demandé, la gorge serrée. Votre grand-mère et votre mère, peu après son adoption par les Laurent. J'ai trouvé cette photo dans les affaires de votre oncle Marcel après sa mort. Je l'ai gardée, peut-être comme une forme de connexion avec une époque plus innocente de ma vie. Le commissaire Leblanc a interrompu cet échange émotionnel pour revenir à des questions plus concrètes. Pendant plus d'1 heure, Élise a détaillé son réseau, nommant des complices que nous ne soupçonnions pas, décrivant des opérations que nous ignorions. Certaines de ces révélations concernèrent des personnes haut placées, banquiers, politiciens, magistrats même, qui avaient fermé les yeux sur leurs activités en échange de compensations diverses. Quand l'entretien s'est terminé, je me suis sentie vidée, comme après une longue maladie. La photo brûlait dans ma poche, fragment tangible d'un passé que je découvrais par bribes, à travers le prisme déformant des confidences d'une criminelle. Dans la voiture qui nous ramenait vers Paris, Jean-Pierre a rompu le silence. Vous savez qu'elle manipule encore, n'est-ce pas? Cette histoire sur votre mère, cette photo, c'est sa façon de garder un lien avec vous, de rester pertinente. Je sais, ai-je répondu doucement. Mais la photo, elle, est réelle. Et si certaines parties de son récit sont vraies aussi, je ne peux pas simplement l'ignorer. De retour chez moi, j'ai appelé Sophie. J'avais besoin d'une présence amicale, d'un ancrage dans le présent face à ces remous du passé. Elle est venue immédiatement, apportant une bouteille de vin et son écoute attentive. Je lui ai tout raconté. La rencontre avec Élise, ses révélations, la photographie. « Que vas-tu faire maintenant ?» a-t-elle demandé après m'avoir écouté sans m'interrompre. « Chercher la vérité, je suppose. Autant que possible. Il doit exister des registres de l'orphelinat, des documents sur l'adoption de ma mère, peut-être même des informations sur cette petite fille dont Élise a parlé. » Sophie m'a serré la main. « Je serai là, quoi que tu découvres. Et Antoine aussi, j'en suis sûre. » La mention d'Antoine a fait naître un sourire sur mes lèvres. Notre relation avait évolué lentement, prudemment, au cours de l'année écoulée. Nous prenions notre temps, conscients de mes blessures encore fraîches,
et de l'importance de construire quelque chose sur des bases solides. Il avait été d'un soutien indéfectible pendant tout le processus de démantèlement du réseau criminel, m'offrant un espace où je pouvais simplement être moi-même, sans avoir à porter le masque de la femme forte que le monde extérieur voyait. Les semaines suivantes ont été consacrées à cette nouvelle quête. J'ai engagé un généalogiste professionnel pour retrouver les traces de l'adoption de ma mère. J'ai visité l'ancien orphelinat, aujourd'hui transformé en centre administratif. J'ai consulté des archives, des registres jaunis par le temps. Chaque découverte me rapprochait un peu plus de cette femme que j'avais à peine connue. Ma mère, Elena Laurent, née Elena Rousseau, orpheline adoptée à l'âge de 4 ans par une famille aisée. J'ai également retrouvé la trace de la petite fille dont Élise avait parlé. Elle s'appelait Madeleine. Mes parents avaient effectivement entamé des démarches pour l'adopter avant leur accident. Après leur mort, elle avait été placée dans diverses institutions avant de disparaître des registres officiels à l'âge de 16 ans. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu découvrir ce qu'elle était devenue. Cette quête m'a amené à une réflexion plus profonde sur ce qui constitue une famille, les liens du sang, certes, mais aussi les choix que nous faisons, les personnes que nous décidons d'aimer et de protéger. Ma mère, orpheline, avait voulu offrir un foyer à une autre enfant sans famille. Mon oncle Marcel m'avait élevé après la mort de mes parents. Et moi, que ferais-je de cet héritage? Un soir de printemps, alors que je rangeais les documents de mes recherches, mon téléphone a sonné. C'était le commissaire Leblanc. « Madame Dubois, nous avons reçu une information qui pourrait vous intéresser. Une femme s'est présentée au commissariat aujourd'hui, disant avoir reconnu votre nom et votre photo dans un article sur la Fondation Laurent. Elle prétend être Madeleine Rousseau, l'enfant que vos parents voulaient adopter. Mon cœur s'est arrêté. Est-ce possible? Comment pouvons-nous en être sûrs? Elle a apporté des documents, des photos, et elle ressemble étonnamment à votre mère, d'après les images que nous avons vues. Nous procédons aux vérifications d'usage, mais elle semble sincère. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Madeleine dans un café près du Jardin des Plantes. Une femme de mon âge, aux cheveux châtains et aux yeux verts, les mêmes que ceux de ma mère. Elle était nerveuse, tripotant sa tasse de thé. « J'ai hésité longtemps avant de venir », a-t-elle avoué. « Quand j'ai vu votre nom dans cet article, puis votre visage, j'ai su immédiatement qui vous étiez. Vous ressemblez tellement à Elena. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté son parcours difficile après la mort de mes parents. Les foyers, les familles d'accueil, sa fugue à 16 ans, sa vie de débrouille, puis sa reconstruction progressive, son métier d'infirmière, sa propre famille, 2 fils aujourd'hui adolescents. J'ai toujours gardé cette photo, a-t-elle dit en me tendant un cliché jauni. On y voyait ma mère, souriante, me tenant dans ses bras. À côté d'elle, une petite fille aux boucles brunes, Madeleine, qu'elle tenait par la main. C'était lors de leur dernière visite à l'orphelinat, une semaine avant l'accident. Ils m'avaient promis que je viendrais vivre avec vous très bientôt. Cette découverte a été comme la dernière pièce d'un puzzle complexe. Une sœur que je n'avais jamais eue, une famille qui aurait pu être si différente. Madeleine et moi avons développé une relation prudente, puis de plus en plus confiante. Nos histoires étaient différentes mais complémentaires, 2 enfants marqués par la même tragédie, suivant des chemins divergents pour finalement se retrouver. 6 mois après notre rencontre, j'ai organisé une cérémonie symbolique au cimetière où reposèrent mes parents. Madeleine était là avec ses fils, Antoine m'accompagnait, sa présence discrète et solide à mes côtés. Sophie et quelques amis proches formaient un cercle bienveillant autour de nous. J'ai déposé des fleurs sur la tombe, puis j'ai pris la parole. Aujourd'hui, nous complétons un cercle. Nous honorons non seulement ceux qui sont partis, mais aussi les connexions qu'ils ont créées, les vies qu'ils ont touchées. Ma mère, orpheline devenue mère, voulait construire une famille où l'amour transcendait les liens du sang. Aujourd'hui, d'une certaine façon, son souhait se réalise. En regardant les visages autour de moi, j'ai ressenti une paix profonde. La trahison de Philippe et Élise resterait toujours une cicatrice douloureuse, mais elle n'était plus le centre de mon existence. J'avais reconstruit ma vie sur de nouvelles fondations, la vérité, aussi complexe soit-elle, plutôt que des illusions confortables. La Fondation Laurent continue son travail, aidant ceux qui, comme moi,
ont vu leur vie bouleversée par des mensonges et des manipulations. Chaque victime que nous aidons à se reconstruire est une victoire contre l'obscurité que Philippe et Élise avaient tenté d'installer dans ma vie. Et chaque jour, je choisis consciemment la vérité, l'authenticité, l'amour véritable, imparfait, parfois difficile, mais profondément réel. Ma vengeance, finalement, n'a pas été dans leur punition, mais dans ma renaissance. Voilà, mes amis, l'histoire de ma vie s'achève ici devant vous. Une vie qui a basculé en un instant, le jour où j'ai découvert que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, mon mari Philippe et celle que je croyais être ma tante Claudine, menaient une double vie depuis des années. Une trahison qui n'était que la partie visible d'un complot bien plus vaste et sinistre. J'ai partagé avec vous comment, derrière cette simple infidélité, se cachait une machination criminelle orchestrée par deux escrocs professionnels. Philippe et Élise Mercier, usurpatrices de l'identité de ma véritable tante Claire, n'avaient pas seulement trahi ma confiance, ils avaient orchestré la mort de mon oncle Marcel, manipulé mon existence entière et tenté de s'approprier l'héritage familial des Laurent par tous les moyens possibles. Vous m'avez suivi dans cette descente aux enfers, puis dans ma transformation, du choc initial à la planification méticuleuse de ma riposte, de la femme naïve et blessée à la stratège implacable. Cette métamorphose n'a pas été sans douleur. Chaque découverte, chaque preuve supplémentaire de leur perfidie était comme un nouveau coup de poignard, mais chacune de ces blessures m'a aussi rendue plus forte, plus déterminée. Le moment de la révélation, cette soirée d'anniversaire où j'ai exposé leurs crimes devant nos amis et la police, reste gravé dans ma mémoire comme l'instant où j'ai repris le contrôle de mon existence. Leur visage décomposé lorsqu'ils ont compris que leur monde s'écroulait, que leurs mensonges ne les protégeraient non plus. Cette image me hante encore parfois, non pas avec satisfaction, mais comme le symbole d'une justice nécessaire. Le procès, l'incarcération de Philippe et Élise, le démantèlement progressif de leur réseau criminel. Tout cela a représenté une forme de conclusion légale à cette histoire. Mais la véritable guérison, le véritable parcours, s'est déroulé en parallèle, dans les recoins plus intimes de mon existence. La création de la Fondation Laurent, dédiée à aider d'autres victimes d'escroquerie et d'usurpation d'identité, a été ma façon de transformer cette expérience traumatisante en quelque chose d'utile, de constructif. Chaque personne que nous aidons à se reconstruire est une victoire contre le type de prédateur que Philippe et Élise représentaient. Et puis, il y a eu ces découvertes inattendues sur mon histoire familiale. Ma mère, Elena Laurent, orpheline adoptée, qui voulait à son tour adopter une petite fille avant que la mort ne l'emporte prématurément. Cet enfant, Madeleine, que j'ai finalement retrouvée des décennies plus tard. Une sœur que je n'ai jamais eue, un lien avec le passé que je croyais perdu à jamais. Ces retrouvailles m'ont enseigné que la famille va bien au-delà des liens du sang ou des formalités légales. Elle se trouve dans les connexions authentiques que nous choisissons de cultiver, dans les personnes qui restent à nos côtés pendant les tempêtes de la vie. Sophie, ma fidèle amie. Antoine, dont la présence discrète s'est transformée en un amour patient et véritable. Madeleine et ses fils, nouvelle branche d'un arbre familial que je croyais flétri. Ma vengeance envers Philippe et Élise n'a pas été dans leur punition, bien que la justice ait fait son œuvre. Elle a été dans ma capacité à reconstruire une vie authentique sur les ruines de leurs mensonges, à trouver un bonheur plus profond, plus vrai que celui qu'ils avaient tenté de détruire, à créer du sens à partir du chaos qu'ils avaient semé. Aujourd'hui, 5 ans après ces événements, je peux dire que je ne regrette rien, pas même ces 12 années passées dans l'ignorance, car sans cette expérience, sans cette trahison et cette renaissance, je ne serais pas la femme que je suis devenue. Une femme qui ne prend plus rien pour acquis, qui valorise l'authenticité par-dessus tout, qui sait reconnaître les masques que portent parfois ceux qui prétendent nous aimer. Si vous vivez actuellement une situation de trahison, si vous vous sentez manipulé, utilisé par des personnes en qui vous aviez confiance, sachez que vous n'êtes pas seul, que la douleur que vous ressentez est légitime, mais qu'elle n'est pas une fin en soi, qu'elle peut devenir le catalyseur d'une transformation profonde, d'une vie plus consciente,
plus aligné avec vos véritables valeurs. La vérité fait mal, souvent terriblement. Mais le mensonge, lui, tue à petit feu. Il érode l'âme, détruit la confiance, empoisonne l'existence. Choisissez toujours la vérité, aussi douloureuse soit-elle. C'est la leçon la plus précieuse que cette expérience m'a enseignée. J'espère que mon histoire vous a touché, qu'elle a trouvé un écho dans votre propre parcours. J'aimerais tellement connaître vos réactions, vos impressions. Avez-vous déjà vécu une trahison similaire? Comment l'avez-vous surmontée? Ou peut-être êtes-vous actuellement dans cette phase de reconstruction? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos témoignages sont précieux, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui nous écoutent et qui traversent peut-être des épreuves semblables. Si cette histoire vous a marqué, je vous invite à vous abonner à Histoires à entendre. Chaque semaine, nous partageons des récits authentiques, des tranches de vie qui révèlent la complexité de l'expérience humaine. Des histoires de trahison, certes, mais aussi de résilience, d'amour retrouvé, de seconde chance. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos de notre chaîne. Vous y découvrirez des témoignages tout aussi poignants, des parcours de vie qui pourraient résonner avec le vôtre ou vous offrir une perspective nouvelle sur vos propres défis. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires continuent d'être partagées. Un simple j'aime est déjà une marque d'encouragement inestimable. Un commentaire, une interaction, nous permet de créer une véritable communauté autour de ces récits de vie. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre soutien, sachez que vous pouvez nous aider via la fonction « Merci » disponible sous cette vidéo. Cette contribution, même modeste, nous aide à couvrir les frais de production, de recherche et nous permet de continuer à vous proposer des contenus quotidiens de qualité. La réalisation de ces témoignages demande du temps, des ressources et votre participation nous est infiniment précieuse. Grâce à votre générosité, nous pourrons continuer à donner une voix à ceux qui, comme moi, ont traversé des épreuves extraordinaires et en ont tiré des leçons qu'ils souhaitent partager. Ensemble, nous créons un espace où les expériences les plus difficiles peuvent devenir source d'inspiration et de guérison. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire, d'avoir parcouru ce chemin avec moi, des ténèbres de la trahison à la lumière de la reconstruction. Votre présence, votre écoute donnent un sens à mon témoignage. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et si vous le pouvez, d'utiliser la fonction « Merci » pour soutenir notre mission. Chaque geste compte, chaque interaction enrichit cette communauté que nous construisons ensemble. À bientôt sur Histoires à entendre pour de nouveaux récits qui, je l'espère, vous toucheront autant que le mien. La vie continue avec ses ombres et ses lumières, ses défis et ses bénédictions. Et c'est en partageant nos histoires que nous nous rappelons mutuellement notre humanité commune, notre capacité à surmonter l'impensable et à trouver la beauté même dans les chapitres les plus sombres de nos vies.